Monsieur Veraski, bonjour. Bienvenue à Oslo. L'Institut français de Norvège est ravi de vous accueillir ici dans le cadre de votre venue pour l'Oslo Freedom Forum. Vous êtes venu en tant que président de Reporters sans frontières. Vous êtes vous-même journaliste et chroniqueur à l'Obs, un magazine hebdomadaire en France. Et vous êtes spécialiste de la politique internationale. Est-ce qu'il vous serait possible de nous donner un petit peu un aperçu de la situation pour les journalistes dans le monde actuellement? Alors d'abord, puisque nous sommes en Norvège, il faut saluer le fait que la Norvège est numéro 1 dans le classement de la liberté de la presse dans le monde, établi chaque année par Reporters sans frontières. C'était le cas déjà en 2017, c'est le cas de nouveau en 2018, donc c'est quand même quelque chose à saluer. La raison de ma venue était de participer à une table ronde organisée dans le cadre de l'Oslo Freedom Forum sur ce qu'ils appellent la corruption en Europe. Et ça affecte la liberté de la presse d'une manière directe, puisque au cours des derniers mois, au sein de l'Union européenne, il y a eu 2 meurtres de journalistes qui enquêtaient sur des affaires de corruption, de liens avec la mafia, de réseaux criminels, etc. Et la manière dont ces réseaux criminels affectent aussi la vie politique dans leur pays. Le premier était à Malte en octobre 2017. C'est une journaliste très connue localement qui est à l'origine de nombreuses enquêtes qui s'appelle Daphne Galizia Caruana et qui a été assassinée par une voiture piégée. Sa voiture avait été bourrée d'explosifs et quand elle l'a démarré, elle a été assassinée comme ça. Et quelques mois plus tard, en Slovaquie, Jan Kuciak et sa compagne Martina ont été abattus par balle à l'extérieur de Bratislava. Lui, et c'est intéressant aussi, était un data journaliste, c'est-à-dire c'est pas un journaliste d'investigation à l'ancienne, c'est quelqu'un qui travaille sur les données et donc sur les documents financiers, etc., pour essayer de découvrir les circuits de l'argent et les circuits en particulier de l'argent sale. Ces 2 meurtres ont choqué profondément à la fois la communauté journalistique évidemment, mais plus généralement les sociétés civiles de ces pays, parce que l'Europe n'a pas de raison d'être épargnée par des phénomènes qu'on peut voir ailleurs, mais on pensait qu'on avait dépassé ce stade où on pouvait abattre des journalistes pour tuer une histoire, pour tuer une enquête. Et ben non. Et le fils de Daphné était à la présentation du rapport annuel de RSF à Paris le mois dernier, et a lancé une mise en garde en disant si l'Europe ne fait rien, si l'Europe laisse passer des choses comme ça, ça continuera dans nos pays, ça continuera dans les démocraties fragiles d'Europe, mais ça pourra gagner le reste de l'Europe et pourquoi pas en France ou dans d'autres pays plus mûrs de l'Union européenne. Et je pense que c'est une menace réelle. Donc voilà, c'était cette sonnette d'alarme que je voulais lancer, et aussi donner un signe d'espoir, parce que ça c'est quand même assez sombre comme perspective, c'est qu'il y a une réponse qui a été apportée par des journalistes. Il y a un groupement qui s'est créé à Paris l'année dernière, qui s'appelle Freedom Voices. C'est un groupe de journalistes. RSF les a aidés à s'organiser au début, puis ils ont pris leur envol, dont la raison d'être est de poursuivre les enquêtes de journalistes qui seraient soit emprisonnés, soit assassinés, comme dans le cas de Daphné. Et donc, ce consortium de journaux et de journalistes a repris les enquêtes sur lesquelles travaillait Daphné et les a poursuivies. Et le résultat de ces enquêtes a été publié le mois dernier dans 15 journaux dans le monde, le New York Times aux États-Unis, Le Monde et France Télévisions en France, le Guardian au Royaume-Uni, et avec des résultats extrêmement significatifs sur la corruption qui entoure par exemple la vente de passeports à des oligarques russes qui cherchent à avoir un passeport de l'Union européenne. L'Union européenne a fixé des règles pour la délivrance ou la vente de passeports. Ces règles sont contournées, bafouées dans un certain nombre de pays, dont Malte, et ces enquêtes ont montré comment des hommes d'affaires ou des hommes politiques d'autres pays pouvaient obtenir un passeport de l'Union européenne, donc avoir une liberté de circulation dans toute l'Europe, en foulant au pied les règles. Le message est simple, il est direct et il est efficace, c'est que en tuant
le messager, vous ne tuez pas le message, et que les enquêtes que vous avez essayé de tuer, de bâillonner, se poursuivent sous une autre forme avec d'autres journalistes. Et on s'inscrit là dans une nouvelle forme d'action journalistique qui, je crois, est extrêmement pertinente. C'est un journalisme collaboratif transfrontière. On en a déjà entendu parler avec les Panama Papers, avec les Paradise Papers, avec un certain nombre d'affaires qui ont été sorties ces dernières années. Les Paradise Papers, c'est 125 journalistes dans 70 pays qui ont collaboré pour analyser des milliers de pages de documents financiers qui venaient d'un cabinet d'avocats apporté par un lanceur d'alerte. Et ça a donné, effectivement, ça a permis de révéler un certain nombre de scandales, d'évasion fiscale, etc. On touche là au cœur de l'intérêt public, parce que qu'est-ce qui alimente aujourd'hui le populisme, la montée des extrêmes droites, etc. C'est le sentiment que le système est biaisé, que certains s'en sortent et que d'autres sont face à la puissance de l'État. Et ces révélations encouragent, aident à combler ces déficits dans l'organisation publique. On sait bien qu'après les Panama Papers, il y a eu un certain nombre de règles qui ont été renforcées dans la lutte contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale aujourd'hui, c'est quelque chose de désastreux sur le plan politique. Et donc là, on a une action journalistique qui aussi fait partie du retour dans la confiance dans les médias. Les médias ont perdu la confiance d'une partie du public, et là, on a des enquêtes qui touchent à l'intérêt public et qui montrent aux citoyens à quel point le journalisme est un enjeu de citoyenneté, est un enjeu de démocratie. Et lorsque, à Malte ou en Slovaquie, on tue des journalistes, eh ben on affaiblit cette capacité que peut avoir la presse, qu'elle n'a pas toujours et qu'elle n'utilise pas toujours à bon escient, et qu'elle peut avoir de participer non seulement à la défense, mais au renforcement de la démocratie. En Norvège, il y a une fondation qui défend la liberté d'expression, qui a suffisamment de finances pour pouvoir soutenir des journaux qui, dans ce cas-là, disparaîtraient et ne permettraient pas d'avoir cette diversité d'opinions présente ici. Je pense que c'est spécifique à la Norvège. Je ne sais pas si ce type de fondation existe dans d'autres pays. En France, on a plutôt, en ce moment, un mouvement de concentration avec des personnes privées qui prennent la tête de journaux ou de télévision. Est-ce que vous pensez que les mécanismes en place en France permettent de garder cette capacité à avoir une diversité qui s'exprime? Alors, on a en France des systèmes d'aide publique et c'est vrai qu'il y a cette différence peut-être culturelle entre la France, où c'est l'État qui assure ce rôle-là, et d'autres pays de tradition plus anglo-saxonne où des fondations privées prennent ce relais. Et en France, le système des fondations est très faible, très compliqué, très complexe. Et je pense que c'est une faiblesse du système français, ce qui fait qu'une partie de cette diversité est assurée traditionnellement par l'État, qui joue son rôle, mais aussi par des financements internationaux. Et on a moins de possibilités de financement national de ce genre. Et il faut comprendre une chose, c'est que la presse vit depuis une douzaine, presque une quinzaine d'années, une transformation d'ampleur historique. Alors on sait aujourd'hui que le numérique affecte tous les métiers, de fait, personne n'y échappe. Ça a commencé par la musique, alors on a regardé les gens du secteur musical en disant les pauvres, et ensuite c'est la presse qui a été touchée, sans qu'on réalise immédiatement que c'était un véritable tsunami. C'est-à-dire que quand Internet est arrivé, beaucoup de gens se sont dit c'est comme avant, la radio n'a pas remplacé la presse écrite, la télévision n'a pas tué la radio, et donc c'est un média de plus ou un support de plus qui va nous permettre de nous exprimer. En fait, Internet est une véritable révolution qui a ébranlé tous les modèles économiques et qui a fragilisé le secteur de la presse.
qui a permis effectivement en France et dans d'autres pays des concentrations qui sont une menace pour la diversité et le pluralisme de la presse, c'est évident, même si sans ces capitaux, un certain nombre de journaux auraient sans doute disparu. Mais en tout cas, il y a un équilibre à trouver entre la propriété privée des médias et le respect d'un certain pluralisme. C'est en tout cas la philosophie en France depuis 100 ans. Il y a même des lois en France qui, par exemple, et ça a été formidable pendant des décennies, obligent le système de diffusion des journaux à conserver ce pluralisme. C'est la loi Bichet qui, à l'époque de la presse écrite, a été extrêmement efficace pour faire que dans les kiosques, on trouve une pluralité d'opinion. Donc cet aspect a été préservé pendant longtemps. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, à la faveur de cette transition technologique et donc de modèle économique, on perde ce pluralisme. Alors aujourd'hui, on a ce double effet qui est paradoxal, c'est que d'un côté, il y a une concentration extrême, et de l'autre côté, à travers le numérique, il y a une ouverture de la prise de parole qui est beaucoup plus large. Évidemment, avec des moyens disproportionnés. C'est pas à la portée de tout le monde d'avoir un site, une télévision, une radio qui, avec des moyens professionnels, peut toucher des millions de personnes. Donc, il faut qu'on fasse très attention dans la période actuelle, et c'est vrai que les moyens de financement pour aider à préserver ce pluralisme sont inadaptés en France aujourd'hui. L'État joue son rôle, mais comme je le disais, il faut que le privé puisse aussi intervenir, et c'est, je pense, quelque chose de vital. Il y a beaucoup d'initiatives pour essayer de garder cette pluralité, mais elle est extrêmement fragile. Le journalisme d'investigation, a priori, a encore de l'avenir? Le journalisme d'investigation a retrouvé de l'avenir. Ça fait partie des paradoxes de la récente évolution. C'est que les journaux ont eu de moins en moins de moyens. Le journalisme d'investigation, ça coûte cher. Mobiliser 1, 2, 3 journalistes pendant des mois pour faire une enquête dont on n'est pas sûr qu'elle aboutira à des résultats qui méritent cet investissement, c'est un pari. Et de moins en moins de rédactions ont les moyens ou la volonté de le faire. Et puis est apparue cette nouvelle forme de journalisme collaboratif dans lequel des rédactions éparpillées à travers le monde se sont regroupées. Il y a par exemple un réseau aujourd'hui extrêmement efficace et puissant qui s'appelle l'International Consortium of Investigative Journalism, le ICIJ. Vous avez un réseau équivalent dans la région des Balkans spécifique autour de l'ex-Yougoslavie. Vous avez un réseau en Afrique australe, autour de l'Afrique du Sud. Donc vous avez cette prise de conscience que le journalisme d'investigation était menacé et qu'on est plus fort en se regroupant. Et donc vous avez des choses assez exceptionnelles qui sont sorties, comme ces Panama Papers, Paradise Papers. Alors ça touche beaucoup autour de ces affaires politico-financières, mais c'est aussi au cœur de la crise de nos démocraties, je pense, et qui ont permis cette renaissance du journalisme d'investigation. Et je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de rédactions en France et dans le monde ont compris qu'une partie de la crédibilité, de la perte de crédibilité de la presse tenait au fait qu'elle ne jouait plus son rôle un peu mythifié par le Watergate ou par les grandes causes célèbres de la presse, qui est celui de contre-pouvoir, de cinquième pouvoir, de voix de ceux qui n'ont pas de voix. Bref, il y a une sorte de romantisme journalistique autour de cette image, mais qu'il y a une part de vérité. Et que la part de vérité, c'est que la presse n'est pas là pour recopier les communiqués de presse ou pour servir de porte-voix aux plus puissants. Et que si elle fait ça, elle ne sert plus à rien. Et que sa mort n'est pleurée par personne. Et donc, le journalisme d'investigation, c'est un des moyens aujourd'hui de retrouver cette raison d'être. Au moment où on a, avec Internet et les réseaux sociaux, une prise de parole généralisée, tout le monde aujourd'hui peut prendre la parole. On n'est pas dans une période de pénurie de parole, on est peut-être dans une période de cacophonie, mais le problème c'est d'avoir une parole qui pèse et qui amène des éléments au débat démocratique. Et le journalisme d'investigation est une des voies possibles pour la presse de trouver sa raison d'être, de retrouver sa raison d'être. Et parce que, évidemment,
le citoyen qui peut prendre la parole sur Facebook ou sur Twitter, il n'a pas les moyens, la formation, la protection, la formation aussi journalistique pour mener à bien de ce type d'enquête. Et c'est là que tout d'un coup, les médias dont on pouvait dire à un moment, bon, on n'a plus besoin des médias, tout le monde prend la parole, l'information circule, etc. On se rend compte que heureusement qu'il y a ces journaux et qu'il y a cette capacité d'enquête pour à la fois faire aboutir un certain nombre d'informations, mais aussi pour simplement bénéficier d'une information de confiance. On est dans un moment où la commodité, comme on dit, la matière première la plus rare, la plus recherchée, la plus précieuse, c'est la confiance. La période de prise de parole généralisée et de perte de confiance dans les médias a fait que celle-ci a été un peu ruinée. Or aujourd'hui, si on vit dans une société sans confiance, comment est-ce que le citoyen peut prendre ses décisions? Il n'y a pas que les scandales politico-financiers. Je prends une affaire récente, simple. Le gouvernement décide d'étendre le champ de la vaccination en France. Il y a des gens qui viennent et qui disent « Ah, c'est dangereux, c'est un cadeau fait au laboratoire pharmaceutique et on va menacer la santé de nos enfants. » Le gouvernement avance ces chiffres, on ne le croit pas, on ne croit pas plus les autres. Comment est-ce que des parents qui doivent prendre la décision « Est-ce que je fais vacciner ou pas mes enfants ?» peuvent prendre leurs décisions? Sur quoi ils s'appuient pour avoir une information sérieuse? S'ils n'ont pas des gens qui, sur une base scientifique, des gens en qui ils ont confiance, leur amènent les arguments, peuvent vérifier les arguments des anti-vaccins, par exemple, sur le taux d'accidents dans la vaccination, et qui peuvent enquêter sur ce que ça rapporte au labo pharmaceutique, si effectivement il y a de la connivence dans cette affaire, etc. Et c'est le rôle des médias aujourd'hui. Les décodeurs du monde, par exemple, qui sont un site de fact-checking, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de vérification de l'information, ont beaucoup travaillé sur cette question des vaccins. Et ils ont fait un dossier extrêmement fouillé où on trouve en gros la réponse à toutes les questions qu'on se pose sur le sujet. Alors, le problème, c'est que si vous croyez Le Monde, vous allez faire confiance à ce dossier, mais si vous n'avez plus confiance dans les médias, c'est une prise de parole parmi d'autres et vous n'y prêterez pas attention. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, il est là, on est au début de cette route qui est la reconquête de la confiance du public. Que les gens sachent que là, s'ils se posent une question, ils ont entendu une rumeur, ils ont vu passer un post Facebook que leur a envoyé leur belle-sœur, etc., ils se posent une question, s'ils n'ont pas un lieu de confiance sur lequel ils peuvent aller vérifier c'est vrai, c'est pas vrai, ils seront perdus et la démocratie en souffrira. C'est Hannah Arendt, c'est toujours chic de citer Hannah Arendt, mais elle a dit aussi des choses extrêmement pertinentes, qui disaient que le résultat de la confusion, quand on sème le doute surtout, le résultat de cette confusion, c'est que plus personne ne croit en rien. Et que quand un peuple ne croit plus en rien, on peut lui faire croire n'importe quoi. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est que si plus personne ne croit en rien, ce sont les démagogues qui l'emporteront au bout du compte. Et je pense qu'on est au cœur là de l'enjeu démocratique que nous vivons en ce moment en Europe et dans une bonne partie du monde. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous, à Oslo. On était ravis de vous accueillir à l'Institut français de Norvège et on espère avoir le plaisir de vous revoir prochainement. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une expérience intéressante parce que ce forum est, voilà, il y a une confrontation de témoignages et de points de vue du monde entier. Je pense qu'on est dans une période historique où on en oublie l'autre proche et l'autre lointain. Et tout ce qui crée du lien est bon à prendre.